permet de remercier et de féliciter les organisateurs de cette importante cérémonie, à commencer par la présidente de la KIDP. Je voudrais peut-être faire l'économie de la présentation systématiquement protocolaire, parce que je prendrais le risque d'oublier quelques noms, et je sais que d'éminentes personnalités, membres du gouvernement, membres de la Cour des comptes, éminents représentants de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, toutes ces éminentes personnalités sont présentes ici dans cette salle et je voudrais globalement les ramener à ce que j'appelle les illustres personnalités que je voudrais saluer. Mesdames et messieurs, la conférence inaugurale porte un titre qui nous oblige à presser les méninges. Il s'agit de penser. Et quoi penser? Qu'est-ce que nous pensons? Il faut penser l'information, mais l'information déjà perçue de façon laudative. Penser l'information comme bien commun. Éthique de l'ouverture, limite du secret, levier de liberté et devoir de responsabilité. Mesdames et messieurs, la KIDP, à l'occasion de la Journée internationale de l'accès à l'information, nous invite à mener la réflexion sur le sujet ainsi libellé. Penser l'information comme bien commun, éthique de l'ouverture, limite du secret, levier de liberté et devoir de responsabilité. Nous sommes donc ici astreints à penser l'information et à congédier toute attitude qui consisterait à penser à l'information, parce que penser l'information et penser à l'information sont deux choses distinctes. L'un est un exercice plus contraignant, l'autre est une simple allusion à une réalité donnée. Et ici, en nous invitant à penser l'information, il s'agit de situer la réflexion à un niveau qui est celui qui nous oblige à intégrer l'information comme réalité à la fois axiologique et ontologique. Dans le cadre de cette conférence, c'est sur l'information et plus précisément l'information comme bien commun que devra s'exercer la pensée que nous voulons nécessairement philosophique. Soulignons que la perception de l'information comme bien commun, initialement portée par les philosophes de l'Antiquité, a été revivifiée à la faveur des débats philosophiques, politiques et technologiques suscités par la révolution numérique et son inscription comme droit fondamental universel, pour ne pas dire universalisé. Mais que répondrions-nous si l'on nous posait la question de savoir ce que recouvre la notion d'information comme bien commun? Il nous suffirait sans doute de substituer au qualificatif commun celui de collectif pour mieux comprendre cette définition que nous proposons.
Humblement, nous proposons la définition qui est la suivante. L'information comme bien commun, c'est l'information conçue comme un bien collectif. C'est la somme des connaissances que tout humain vivant aujourd'hui dans le technocosme doit rechercher, posséder et faire valoir par l'action raisonnée de la communication. Cette définition, structurée par une approche humaniste, qui arrime l'information à la connaissance, et cela depuis les présocratiques, en passant par les socratiques, a l'avantage de restituer le droit à l'information que promeut l'UNESCO et que préconise le philosophe allemand Jürgen Habermas, penseur de l'agir communicationnel et auteur du concept d'espace public, avec qui nous avons eu le privilège de travailler à la faveur de notre séjour académique à l'Université de Francfort et à Starnberg, toujours en Allemagne, entre 1991 et 1995. Beaucoup de nos jeunes collègues n'étaient pas encore nés. Thierry Magnin, dans son ouvrage intitulé « Penser l'humain au temps de l'homme augmenté », affirme à juste titre ce qui suit. Notre monde connaît une transformation radicale à travers les interactions de 3 révolutions. La révolution de l'économie mondialisée, la révolution du numérique et de l'information, la révolution techno-scientifique. Ces 3 révolutions qui font système, pour utiliser les termes de Magnin, imposent l'information comme un bien instrumentalisé à des fins politiques, démocratiques, scientifiques et sociales. Face à cette instrumentalisation, est-il possible de garantir l'information comme bien commun, accessible à tous? Force est de reconnaître que l'exercice du droit à l'information qu'autorise l'information comme bien commun est confronté à des problèmes d'ordre éthique et pratique qui nous amènent ici à nous interroger d'abord sur les fondements philosophiques de cet humanisme qui devrait structurer l'information. Nous examinerons ensuite les propositions de l'UNESCO, naturellement, sous le regard et le contrôle de M. Diop, le représentant résident de l'UNESCO, dans sa volonté de garantir l'accès à l'information. La dernière partie de cette conférence s'attellera à déterminer les moyens qu'offre l'éthique pour lever les obstacles rédhibitoires à l'application du libre accès à l'information. Alors, sur les fondements philosophiques, 2 périodes majeures justifient l'ancrage philosophique de l'idée de partage des savoirs. L'érection du logos comme raison universelle avec Héraclite et comme bien public universel pour agir contre l'arbitraire et l'ignorance avec des auteurs tels que Diderot et Jean-Jacques Rousseau. Penser philosophiquement l'information publique transcende la sphère juridique et administrative. Son champ d'élection, qui se confond presque avec son champ sémantique laudativement délimité, est ce qu'il convient d'appeler, avec Edgar Morin, le bien commun systématique auquel nous ajoutons le qualificatif informationnel. Le caractère systématique de l'information renvoie à la complexité holistique de l'information, à sa reliance vitale et revitalisante.
L'information, en effet, comme bien commun, systématique, relie gouvernants et, on aurait pu dire gouverner, mais disons citoyens. Les races de toutes les couleurs, ainsi que les générations de toutes les époques, présentes et futures. Cependant, ce qui lui donne plus de sens et de consistance axiologique, ce sont ses implications éthiques, ou du moins les valeurs qui doivent structurer cette reliance. Il s'agit notamment de l'esprit d'ouverture, de la transparence anthropo-technologique et de la responsabilité dont le concept dépasse les cadres juridiques classiques centrés sur l'imputation causale des actes commis. C'est la responsabilité inter- et transgénérationnelle promue par le philosophe allemand Hans Jonas. En donnant du sens à cette reliance maurinienne, ces implications éthiques en font un objet de revendication légitime, technologiquement récupéré par le droit à travers l'expression désormais bien connue, le droit à l'information. Force est ici de souligner qu'au fondement de ce droit se trouve logée la quête de vérité, de la connaissance comme condition de l'existence libre et libératrice, éclairée et éclairante, puis enfin le besoin de l'information comme condition de participation au jeu démocratique. D'où le rôle central de la presse au XXe siècle pour la construction d'une véritable citoyenneté. Cette construction du citoyen, évoquant dans une société les valeurs cardinales, parmi lesquelles celle de l'information comme bien commun, comme réalité informationnelle, a des formes diverses de marchandisation, de monopolisation et de manipulation qui se heurtent pourtant à des obstacles que l'UNESCO s'emploie à lever. Cette conférence, mesdames et messieurs, est d'abord et avant tout une invitation à penser également l'information en pensant à un type spécifique d'information à passer au laminoir de la pensée pensante. Il s'agit donc de l'information publique, une thématique portée sur les fonds baptismaux par l'UNESCO. Avec l'UNESCO, il convient de rappeler de prime abord que l'information révèle le statut de bien commun de l'humanité. À ce titre, au nom de l'humanisme, qui est inscrit dans l'acte constitutif de cette organisation, l'information est présente et présentée comme une valeur cardinale pour les sociétés contemporaines et les citoyens dans leur quête de liberté, de justice et de démocratie. Ainsi, l'accès à l'information, perçu comme un droit fondamental et universel que l'UNESCO promeut à travers des recommandations adressées aux États membres et des programmes de formation, devrait pouvoir être vulgarisé. Aujourd'hui,
avec le numérique, la problématique de l'accès à l'information se complexifie. En effet, la tête de Janus, que représente l'intelligence artificielle, si l'on se réfère à ce que celle-ci apporte à l'humanité et en même temps comporte comme effet pervers, donne à penser par-delà le problème de l'accessibilité, de la violabilité et de la sociabilité de l'information. De fait, l'exploitation qui est faite est en passe de transformer l'information en un pouvoir diffus, propre à s'aborder son être au monde comme bien commun. Attentive à cette transformation insidieuse et technologique de la problématique de l'accès à l'information, l'UNESCO déclare: les États membres devraient utiliser les systèmes d'IA pour améliorer l'accès à l'information et au savoir. Ils devraient garantir que les acteurs de l'IA respectent et encouragent la liberté d'expression ainsi que l'accès à l'information dans le contexte de la création, de la modération et de la conservation automatisée des contenus. On retrouvera ce texte dans la fameuse recommandation de 2021 à la page 55. L'UNESCO a ainsi produit, à l'intention des États et avec la contribution de leurs experts, c'est-à-dire nous-mêmes, une recommandation à visée universelle sur les implications éthiques du numérique dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, avec naturellement l'information. Dans cette recommandation, nous retiendrons pour le sujet qui nous préoccupe 4 principes sur les 10 énoncés par l'UNESCO. 1. Le droit au respect de la vie privée et la protection des données. 2. La transparence et l'explicabilité. 3. La responsabilité et la redevabilité. Et enfin, la sensibilisation et l'éducation. Les principes éthiques appliqués au domaine stratégique de l'UNESCO que constitue l'information doivent structurer dans les États les initiatives visant à améliorer l'accès à l'information et au savoir, accroître la divulgation proactive des données et informations officielles, aspirer à la transparence des opérateurs de communication et d'information en ligne, veiller à ce que les utilisateurs aient accès à des points de vue divers et prévoir des systèmes de notification immédiate aux utilisateurs des raisons de la suppression ou d'autres traitements des contenus, ainsi que des mécanismes de recours donnant aux utilisateurs la possibilité de demander réparation. Lorsqu'il s'avère impossible de demander réparation parce que l'individu a reconnu sa faute, l'éthique recommande que soit appliqué le principe philosophique de perfectibilité de l'être humain, défendu entre autres par Rousseau, Condorcet et Claude-Henri de Saint-Simon. Ce principe qui offre principiellement à l'individu une seconde chance présuppose une possible amélioration que l'on est en droit d'attendre de lui après une formation appropriée en éthique qui s'adresse non pas à la mémoire, mais à son entendement au sens que lui donnait la devise de l'Aufklärung, connue sous la formule « sapere aude », ose te servir de ton propre entendement ou de ta raison. L'éthique étant par définition ouverture à l'altérité et à l'universalité, l'autre nom de la morale ouverte, elle permet de consolider le fond axiologique
des acteurs, des citoyens, ce qui aura pour effet de minimiser les risques liés à l'ouverture des données et à la transparence publique. Celle-ci s'accompagne aujourd'hui avec l'avènement de nouveaux systèmes d'IA, notamment l'IA générative, d'une nouvelle exigence éthique, la transparence algorithmique. Elle vient en supplément de la traditionnelle transparence de type anthropocentré et prend la dénomination d'éthique de l'ouverture numérique. Une éthique dont la caractéristique essentielle est la préservation de l'équilibre entre les extrêmes de la trop grande ouverture et de la trop grande restriction. Or, l'éthique est par principe opposée à tous les extrêmes et à toute forme d'excès, véritable terreau des formes les plus pernicieuses de l'extrémisme. La recherche de l'équilibre entre les extrêmes est la voie royale de l'éthique, perceptible dans le concept aristotélicien de juste milieu, à ne pas confondre avec ce qui est juste au milieu, c'est-à-dire la moyenne arithmétique, cette morne détermination spatiale sans épaisseur axiologique. Le juste milieu véritable, c'est le sens de la mesure, non mesurable mathématiquement, qu'il convient d'appeler, en termes aristotéliciens, la phronésis, dont la traduction française est l'intellect je dirais, ouin dans la pratique, c'est-à-dire l'intellect pratique, ce que certains appellent la sagesse pratique. L'ouverture à la transparence, en même temps qu'elle crée les conditions de la confiance dans les systèmes humains et technologiques, favorise les conditions d'une co-construction de l'équilibre entre le principe de liberté, liberté d'expression, liberté d'accès, et la nécessaire régulation. En parlant de régulation, je pense à la haute autorité de, je crois, monsieur le DG. Ah oui, la haute autorité, voilà, la communication audiovisuelle, qui se charge bien de la régulation de l'information et de la communication. Toujours sur la base de la confiance, résultat d'une transformation axiologique des acteurs par la formation en éthique, la régulation deviendra successivement co-régulation, puis autorégulation en ces deux dimensions. L'une étant technologique, où vous voyez que l'IA régule en extirpant les gros mots, et l'autre qui devient anthropologique, donc qui sera l'œuvre des structures de régulation de la communication. Donc la dimension technique et l'autre dimension qui est anthropocentrée. Il faut faire marcher de front ces deux. Dans ces conditions, l'accès à l'information se trouvera garanti sur fond de co-responsabilité. C'est la responsabilité partagée entre celui qui garantit l'accès ou l'accessibilité et celui qui y accède, avec la conscience d'en faire un usage responsable ou éthiquement correct. Cependant, on ne peut raisonnablement penser l'information sans impliquer explicitement l'idée de formation. On en arrive ainsi à l'idée d'une éthique pour l'accès à l'information. Le noyau actif et institutionnel de cette formation est l'info-éthique. En 1999, nous avions été conviés à un colloque au cours duquel M. Alain Pompidou, à l'occasion donc de ce colloque,
sur l'infoéthique dévoilait l'un des objectifs de l'infoéthique en ces termes. S'appuyer sur les grands principes éthiques de dignité, d'autonomie et d'identité des personnes pour assurer le respect de la vie privée, le maintien de la libre expression et la garantie de la valeur de l'information. Fin de citation. L'infoéthique constitue l'une des 5 priorités qui structurent le programme de l'UNESCO, connu sous l'acronyme PIPT, Programme Information pour tous, que Madame la Présidente de la KIDP connaît mieux que moi-même. À travers ce programme, l'UNESCO aide les États à résoudre le problème de l'universalité de l'accès à l'information, celui de la nécessaire ouverture des données et de la responsabilité à inscrire dans une durabilité prenant en compte les exigences des technosciences et du développement durable. Pour surmonter certains dilemmes identifiés dans le cadre de l'infoéthique, on pourrait recourir à l'éthique kantienne et plus précisément à l'impératif catégorique dont la traduction française proposée par Jean Graesch est celle-ci. Agis de telle sorte que tu puisses également vouloir que la maxime de ton action devienne une loi universelle. On pourrait traduire de façon courante, peut-être à l'ivoirienne, et si tout le monde faisait ainsi. Voilà. Plus simplement, en français, facile. Cet impératif a été reformulé de diverses façons à l'effet de l'adapter à l'élaboration du projet ionassien d'une éthique pour la civilisation technologique. En retenant pour l'essentiel la formulation proposée, on pourrait nous aussi en proposer une, après celle de Hans Jonas que nous allons énoncer. Hans Jonas qui dit « Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » En adaptant ces différents impératifs diversement formulés, nous disons ceci. Agis, dans le contexte où nous sommes avec cette communication, agis de telle sorte que les informations que tu recherches ou que tu diffuses soient compatibles avec la préservation universelle de la dignité humaine. C'est une proposition qui pourrait être discutée en temps opportun. Dans un registre analogue, on pourrait faire valoir les tamis socratiques face à certains dilemmes liés à l'accès à l'information. En effet, Socrate préconisait que les informations à recevoir ou à donner puissent passer par 3 tamis: le vrai, le bien et l'utile. Si ce qui va être diffusé comme information n'est ni absolument vrai, ni bon, ni utile, il vaut mieux s'en abstenir. Voilà la position de Socrate. Une appropriation mentale de ces 3 tamis, par des formations appropriées, naturellement l'infoéthique, l'éthique communicationnelle, pourrait valablement contribuer à réduire les appréhensions liées à l'ouverture, à la transparence et à leur incidence sur la vie privée ou sur la sécurité de la communauté. Je voudrais à présent tenter de conclure en quelques mots. La conception de l'information comme bien commun
est transcendante à la sphère des données mesurables. Je mesure mes mots. C'est un héritage philosophique, reconstruit à nouveau frais, sur fond de transformation progressive de la fonction du logos et de notre rapport au monde, ontologiquement médié par l'information ou la quête d'un certain savoir. Notre monde, qui se fait appeler monde civilisé, est incompatible avec l'opacité quotidiennement mise à rude épreuve par la dynamique du nouvel ordre mondial. Il est ainsi sommé de s'engager sur la voie de l'ouverture. Mais cette ouverture doit être celle d'une réalité bifront. Et j'insiste sur cette dimension. Elle doit donc faire marcher de front deux exigences fondamentales: la liberté et la responsabilité pour le plus grand bien de l'individu, de la société et de l'humanité tout entière. Je voudrais, avec donc votre permission et en louant votre patience indulgente, m'arrêter là et répondre certainement à des préoccupations qui ont pu nous échapper dans cette première esquisse de ce qui relève d'une pensée relativement mesurée de notre rapport à l'information conçue comme bien commun. Ai-je bien dit ce qu'il y avait à dire? C'est à vous d'en juger.